Oh là là. Oui. On est ravis de la voir. Pierre Didi Tiakounté, l'icône, est avec nous ce soir. Et quand on voit ces images, oh là là, de la première chaîne de télévision camerounaise à l'époque, ça nous fait vraiment, ça a été un souvenir immense. Bonsoir Pierre Didi Tiakounté. Bonsoir ma fille. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ici. Oui. Parce que l'autre fois, on n'était pas ici. Non, c'était... Oui, c'est vrai, c'était à quoi? Oui, c'était à quoi. Maintenant, on est dans la mer et tout. C'est merveilleux ici. C'est tellement beau que je tire chapeau au PDG. Ah oui, merci. On va lui transmettre le message. Qui nous donne l'occasion de rentrer dans un cadre comme ça. C'est merveilleux. Merveilleux, vraiment. Ça donne la santé, ça donne... Oh là là. Mais il ne va pas déroger à la règle. Non, le vieux va respecter la règle. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on l'ait briefé. Je vais lui faire signe. Oui, c'est un doyen. Au pays, chacun tiche un peu. Un peu. Oui. Quand on dit c'est comment? On répond, on est là. C'est comment? On est là. Le vieux, c'est un vrai Camerounais. Le vieux, tu sais, Pierre Didi. Oh, c'est quand je t'écoute que je me rends compte que le Cameroun était Cameroun. Ah bon? Le Cameroun est devenu un continent. Oui. Le Cameroun était Cameroun à cette époque. Oui. Oh là là. Vous avez écouté cette musique-ci? On avait des problèmes comme aujourd'hui, hein? Mais on oubliait facilement grâce à ces genres de chansons. Ah oui. Magaladia. Tu étais né. C'est-à-dire, moi, je n'envie pas seulement ta carrière. J'envie aussi la santé que tu as. J'envie aussi le fait que tu sois encore aussi dynamique à ton âge. Parce que le cœur est pur. Oh là là. Écoutez, abrévez-moi la source. Abrévez-moi la source. Nous sommes à la rivière Buvon. Buvon, oui. Le père, habituellement, j'offre toujours un cadeau aux invités. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit, je peux t'offrir quoi? Si ce n'est pas ma reconnaissance. Alors, si ce n'est pas la reconnaissance des autres qui font les témoignages. Parce que la chanson, on écoute une chanson qui ça fait 50 ans, non? Oui, ça fait 50 ans. J'ai même encore le projet de mes parents. Maman. La chanson était là. Oui. Elle était là. Je vais te venir quoi? Alliot de dire que Dieu te donne encore longévité. Merci beaucoup. Dieu te protège, je te garde. Mais sache que tes enfants que nous sommes, vraiment, nous prions pour toi. Merci frère, beau, merci. Moi aussi, en tant que papa, je prie pour vous. Joe, tu es la première. C'est Black Chefo, hein. Alors, père, les années 70 ont été des années importantes d'une évolution considérable de la musique camerounaise. Oui. Alors, qu'est-ce que vous rappelle cette époque et surtout, comment se faisait la musique à ce moment? À cette époque. Les années 70, ça me rappelle beaucoup de choses parce que déjà, à cette époque-là, ce qui est sûr, on n'avait pas encore inventé ce que nous appelons aujourd'hui les DJ avec des gros baffles. Oui, voilà, les platines. Il y avait les platines et tout, ça n'existait pas. La musique se faisait en live. En live. Donc, on avait les boîtes de nuit, surtout. À l'époque, c'était les boîtes de nuit. Et c'était du live en boîte. Les boîtes de nuit, les bars et tout, on jouait en live. Oui. Une boîte de nuit, ça ouvrait peut-être à 21h. Les musiciens sont debout, ils jouent de 21h à 5h du matin. C'est comme ça. Voilà notre époque. C'est pour ça que vous allez remarquer toute cette époque-là, toute ma génération, ils ont fait la musique de variété parce qu'on interprétait tout. Il fallait faire danser les bien gens, sûr. comme les disquaires ils font maintenant. Voilà, c'est surtout ça qui reste dans mon esprit. Et comment ça se passait en studio? Un studio, c'était comment? Les studios, c'était aussi en direct, comme ça. En live. On rate, on recommence. Tout l'orchestre. Quelqu'un rate, on recommence. Si une personne rate, on reprend. Si une personne rate, on recommence. Par exemple, les disques comme le Mangabeu sophistiqué. Oui, sophistiqué, oui. C'est avec les Kassav que c'est. Oui, c'était avec les Kassav. C'était avec les Kassav, avec le feu de Jacob Desvarieux. C'est lui qui a écrit les arrangements et tout. Quand j'ai ramené l'instrument
le Mblap à Paris. Je demande si on avait les moyens de jouer avec les Kassav. Oui, les Kassav étaient... Ouais, voilà ce qui s'est passé. L'histoire, c'est que quand j'ai... La chanson qui m'a fait connaître, je dirais même partout dans le monde, c'était Megela Dia. Parce que je faisais partie d'une maison de production qui était tenue par Slim Pesin, où mon ami Le Feu Brillant aussi faisait partie. C'est d'abord Brillant qui avait gagné un concours RFI, et il a enregistré. Après, il a fait l'album, son premier album avec cette maison-là. Ça marchait pour lui terriblement. Et quand il m'a retrouvé, moi, je lui ai dit que je montais sur Paris et que j'aurais souhaité suivre la même lignée que lui. Il a été très, très sympathique pour moi. Ça me... tout ça, j'ai ça dans le cœur, c'est un ami, vraiment un frère profond dans ma carrière, c'est sûr. Parce que c'est lui qui m'a tenu la main, il m'a dit, voilà, allons chez Slim, il va te faire la... Quand lui, il avait sorti Elongui, interprété par Demi Roussos et tout. Voilà, et voilà, il m'a dit, bon, tu peux aller avec moi dans ma maison de production. Il m'a présenté à Slim Pesin. J'ai donné la maquette de Megela Dia et tout. Ils nous ont sorti un 45 tours. Comme à l'époque aussi, ils mettaient beaucoup d'argent sur l'artiste pour faire la promotion. Et Megela, comme Dieu fait ces choses, ça a pris dans le monde entier. Ça m'a permis d'aller partout. Waouh! Tu as chanté ton Megela Dia, jusqu'aujourd'hui, je ne chante que ça, je vis de ça. Mais ça veut dire quoi, Megela Dia? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Voilà, Joski traduit pour moi. Que puis-je faire? Donc, bref, avec ce Megela-là, j'avais du succès partout. Je suis allé partout au Congo-Kinshasa. J'ai fait toute l'Afrique, toute l'Europe avec la même chanson parce que j'étais l'un des premiers à être au hit parade des clubs. Dans toute l'Europe. Voilà, j'étais au hit. Donc ça jouait partout. Je crois que c'est à votre époque-là qu'on a commencé à dire que la musique n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Oui, parce qu'en fait, tu pouvais écouter la musique en langue douala sans comprendre le douala. Mais l'émotion que ça transporte. Oh là là, c'est ça exactement. Mais on n'est pas encore arrivé sur Kassav. Toi, ton problème, c'est quoi avec Kassav? Je reviens sur alors, Kassav. Je vais l'expliquer. Je reviens sur les Kassav. Qu'est-ce qui s'est passé avec le succès que j'ai eu, avec l'argent que j'ai aussi gagné avec Megela, je dis bien. Oui, c'est Megela. Parce que Megela, je l'ai fait en 33 tours, en 47 tours. Après, bon. Megela a 50 ans, s'il vous plaît, donc c'est 75. Comme ça a beaucoup marché, la production m'a demandé de faire un 33 tours avec beaucoup de titres. J'ai écrit le 33 tours et puis ils ont ajouté Megela dessus. Ça a tourné, ça m'a donné de l'argent. Bon, maintenant, mon idée à moi. Parce qu'à l'époque, il y avait des rythmes. Le rythme Makossa, c'était connu, c'était partout. Il y avait même la Siko, et puis la musique du centre, et Bikoutsi. Le Bikoutsi, qui était très connu. Du côté de l'Ouest, où je suis natif, il n'y avait pas un rythme où on pouvait danser dans les boîtes de nuit et tout. L'idée m'est venue de... Comme j'avais des oncles qui jouaient le Mblap, ça s'appelle vulgairement la Sanza. Je les ai accostés. Quand je suis venu en vacances ici, je les ai accostés et tout. Ils m'ont dit, ah ben, il n'y a aucun problème. Ils m'ont montré comment jouer, comment accorder, parce que c'est comme une guitare. J'essaie de jouer... Non, pas non, c'est pas comme une guitare, c'est comme quoi? C'est un instrument pentatonique. La guitare est diatonique et tout, non, c'est pas ça. Donc, ils m'ont montré comment jouer. Et moi, j'ai acheté, je l'ai encore l'instrument. J'ai acheté ce Mblab-là au village. J'ai ramené, mon oncle il m'a donné un, je dirais qu'il m'avait donné. Je suis rentré à Paris maintenant. Je suis allé à la maison de production, la BBZ, là, avec les Slim et tout. Eux, ils ont dit, oh là, ils ont fait, parce qu'ils se concertent et ils font des réunions avec les directeurs de production, le marketing et tout ça.
ils se sont dit non, mais non, nous on ne peut pas prendre des risques. Des risques, c'est un risque. Un risque, l'instrument traditionnel, on n'est pas sûr, comme nous mettons autant de millions dedans, on n'est pas sûr de récupérer. J'ai dit bon, c'est pas un problème. Dieu merci, j'ai dit bon, tout l'argent qui m'ont payé, parce que ça devait me servir peut-être pour construire, je sais pas, mon immeuble et tout ça. J'ai dit, bon, moi je veux prendre le risque, moi, eux ils prennent pas des risques, mais je veux prendre le risque, je veux investir sur cette musique que tu as voulu voilà, et moderniser. J'ai discuté avec le feu Jacob Desvarieux. Il était partant, il m'a dit, bon, je lui ai confié les arrangements, les musiciens et tout, qu'il amène tout le monde, les chœurs et tout ça. Mais il faut déjà dire à Joe, puisqu'il pose la question, que Jacob Desvarieux est dans les enregistrements de disques de la plupart de nos disques africains depuis longtemps. Donc c'est pas... Est-ce qu'on se comprend? Il est déjà là. Oui, je veux dire, il est déjà là dans la scène musicale à Paris. Ils font partie des personnes de manière générale. Non, là, je sais pas si en 75, c'est plus en 4, c'était en combien? Non, il était déjà... 77, 78, il était là. Imprégné. Il était imprégné. Mais est-ce que Sidney Pèse et son équipe n'ont pas regretté le fait de n'avoir pas... Ah, je ne sais pas. C'est un problème commercial. C'est un problème... Dès que j'ai donné... il a déjà répondu à ta question. Pardon? Mais oui. Vraiment? Mais là, c'est pas dans le même sens. D'accord. Ça, c'est une question d'utilité publique. Oui. Savoir que la vie, la nation en dépend. La réponse que tu donneras. Ah bon? Alors, il faut dire que tu as effectivement exploré des rythmes qui ont été influencés par la musique étrangère. Oui. Mais tu prends sur toi de moderniser un rythme que tu appelles le mangambeu. Oui. C'est pas lui qui appelle, hein, c'est comme ça donc on appelle. Oui. Pourquoi? Le mangambeu, oui. Pourquoi? Oui. Il a déjà expliqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a expliqué qu'il y avait déjà, on connaissait le makossa, on connaissait la siko, le bikoutsi, mais à l'ouest, il n'y avait pas... Du côté de l'ouest, il n'y avait pas un rythme... Je voulais en venir là. C'est ça. Pourquoi j'ai dit, après les Kassab, maintenant, quand j'ai vu Jacob Desvarieux, tu as proposé le projet. Il était partant avec mon projet. Il a dit, bon, on y va. Et il a écrit les arrangements du mangambeu sophistiqué. Et j'ai payé. Mais est-ce qu'après ton succès, ça a entraîné d'autres personnes de suivre le même rythme? Je parle de moi d'abord. Oui. Comment ça s'est passé ensuite? La disque est sorti. La suite avec Jacob Desvarieux, le disque est sorti. On a fait un 33 tours. C'est sorti à Paris. Comme c'est moi qui ai investi, c'est moi qui ai fabriqué les disques, et tout, le mangambeu sophistiqué, je prends l'avion, je descends ici pour la promotion, j'amène une quantité. Il y avait une boîte là qu'on appelait le Makumba. Bon, on voit bien qu'il y a le carrefour. Je rentre, le DJ, effectivement, ils avaient déjà inventé les grosses... Les platines et tout ça. J'entre avec mon échantillon, je donne au disquaire, je lui dis de passer, voilà un nouveau truc qui est sorti de moi. Je prends un coin, je m'assois et puis je suis avec les amis, on est en train de boire. Le gars, il balance le disque un peu sophistiqué. Je regarde la piste, il y a une personne, 2, 3, 4. Après, toute la piste est pleine et tout. Moi-même, la sueur commence à couler sur moi. C'est même moi. Merde. ça peut être une bonne histoire. C'était parti comme ça. Oui. Là, c'est parti. Et c'est parti. Tu n'as pas regretté l'investissement? Oh ben non, pas du tout, puisque j'ai récupéré. Mais voilà, c'était cool avant, hein. On pouvait facilement récupérer avant. Voilà l'histoire. Oh, tu as toute ton histoire. Voilà. Avec mon fils qui maîtrise beaucoup de choses. Papa, dis-moi, j'ai ma question. À cette époque-là, quelles étaient les motivations principales qui vous poussaient à faire de la musique votre métier? Ah, voilà, une très belle question, ma fille. Vous savez, la musique, le football, c'est vraiment,
si quelqu'un te dit de notre génération, oui. Hein, si quelqu'un qui a fait la musique, il te dit que les parents ont accepté c'est que c'est faux. Parce que déjà on trichait pour le faire. Moi j'allais au lycée chose, mais quand je faisais, j'apprenais la guitare, le papa il pouvait pas savoir. Sinon on devait me fouetter comme un bandit. Donc comme un bandit. Oui. Pour la première fois, pour que mon papa lui, il accepte, il s'exclame en disant, oh ben dis donc ces histoires là c'est réel, c'est une réalité. Donc oui. C'est quand on est venu à Paris me faire signer mon premier contrat pour venir, quand ça tournait pour moi, mon nom partout. Partout, voilà. Le premier contrat pour venir jouer ici au Cameroun. C'était le feu à Banda. Il faisait la publicité. Comme les Papa Douala, là, c'est-à-dire allô, allô. Oui, allô, allô. Ah mais oui. Pas Papa Douala, non, je dis comme Papa Douala, le monsieur de Bafia, là. Oui. Radio Bafia. Radio Bafia, d'accord. Ils ont, avec monsieur, je me rappelle plus du nom, ils sont venus à Paris, ils m'ont fait un contrat, ils ont dit, on t'amène au Cameroun pour faire une tournée, tu vas commencer par Douala. Et ils ont organisé un concert au stade Amadou Ahidjo de Bepanda. Waouh! On a fait la publicité partout. Je débarque au Cameroun. On n'avait pas de télévision. Non, les radios commencent à chanter partout. On chante dans le quartier. Pierre Didi Tchakounté, à Bepanda, à Nouvelle, partout. Pierre Didi Tchakounté. Il va jouer au stade partout. Quand je sors de l'aéroport, les motards, il y a 8 motos, 8 de la police qui m'escortent et tout. On m'amène à Bonanjo, on m'amène voir le gouverneur. C'est même moi. Oui, on m'amène voir le gouverneur, tout ça. Les gens vont dire à mon papa que mais ton fils, là, il est même allé voir. On a amené avec les motards voir le gouverneur et tout. Le père dit, le pauvre père, il est à Nouvelle là-bas. La famille dit mais c'est pas vrai ça. Et on dit oui, le jour du spectacle, un monde fou là-bas à Bepanda, les gens s'agrouaient partout pour venir me voir au stade. C'est ce jour-là que mon père commence à dire à ses amis que c'est mon fils. C'est mon fils. Oh. Donc les histoires là, c'est vrai, ça peut être quelque chose de bien ça. Époque, même le football, c'était la même chose. Quand ton fils jouait au foot, les Milan Roger, tout ça, ils ont seulement triché pour jouer. C'est pas si évident que leur papa les a acceptés. C'est ça, c'est difficile pour les parents. Même encore aujourd'hui, il y a des parents qui ne sont pas trop d'accord. Voilà. Mais maintenant, c'est un métier. Parce que je vis de ça, j'ai envoyé des enfants, mes enfants sont des grands ingénieurs dans l'université. Ça t'a permis, à cause de l'argent de la musique. Voilà. Parlons justement de ce métier. Vous débutez votre carrière au sein de l'orchestre Les Diables Rouges. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Très très bien. Les Diables Rouges, c'était l'un des grands orchestres sur la place à Douala. À Douala, oui. Incontournable. On ne pouvait pas faire parce que quand des sociétés comme les brasseries du Cameroun s'installaient ou bien une nouvelle société s'installait, c'est les Diables Rouges qu'on appelait pour si le président vient inaugurer la société. Voilà. Mais pourquoi les Diables Rouges? Vous étiez l'orchestre de l'UPC. C'est pas possible. L'UPC, pourquoi? Parce que l'UPC, c'est les Diables. Parce que c'est rouge. Mais c'est crabe rouge, je crois. C'est crabe. Mon frère. L'UPC qui est rouge. Rouge, toi aussi. Même toi aussi, tu ne portes pas le rouge parfois. Voilà. Alors, ces succès fous, Makela Diad, vous nous avez déjà expliqué un peu toute l'histoire derrière. Mais il y a aussi eu Marie-Jeanne. Aïe, 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 oh là là. Où vas-tu, madame? Aïe, aïe, aïe. Chercher mon mari collégien, tu comprends? Non, on veut comprendre. Non, vraiment, il faut nous raconter l'histoire. L'histoire derrière ce titre. Vous savez, quand un artiste crée, quand un compositeur, quelqu'un qui écrit, franchement, parce que beaucoup croient que peut-être qu'on écrit des chansons, c'est par rapport à ce que tu te regardes. Bon, des fois, c'est ça. Parfois, c'est l'imagination. Dieu t'a donné
tu dors et puis les ancêtres me donnent écrit Megeladia. Megeladia, j'écris Megela. La preuve, ça fait 50 ans jour pour jour. Je traverse les continents, je vais partout, je joue partout. Je vis de ça avec cette chanson. Avec cette chanson. Une seule chanson peut faire vivre un artiste toute sa vie. Et Marie-Jeanne, on veut comprendre. Parce que là, c'était le manque de... Marie-Jeanne, où vas-tu, madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Mais ça m'est venu comme ça. Ça ne parlait pas d'une maman. Il y a un noble Banganté qui avait dit ceci. Il venait de Banganté, il a dit ceci. Où vas-tu, madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Pourquoi faire madame Jeanne? Pour chercher mon mari collégien. Alors le mari collégien à l'époque c'était si... Ah bah oui, parce que quand tu avais quelqu'un qui fait le collège, quand tu connaissais quelqu'un qui est au collège, ah ben tu n'étais pas... Les étudiants, les pauvres. Tu as quelqu'un qui a fait le collège. Le collège, c'est énorme, quoi. Je suis au collège. Vous vous rendez compte, on dressait le col, dis donc, quand tu es au collège. C'était pas n'importe quel collégien. Qui est déjà au collège. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils savent même repasser les tenues. Ils savent même repasser les tenues. Laisse-les. C'est un problème d'époque, mon. C'est un problème d'époque, vraiment. C'est un problème d'époque. Cette musique-là, c'est un problème d'époque. C'était profond, peut-être, je ne sais pas. C'est pas pour autant dire que les autres, cette époque-ci, il y a de très grands musiciens. Voilà, alors, il faut arrêter de nous dénigrer comme ça, monsieur. Oui, beaucoup ont tenu. J'ai eu la chance toujours de collaborer avec beaucoup de gens. Par exemple, Aladji Touré. Ah oui. C'est un très grand musicien. Il y en a que j'admire aussi. J'admire Richard Bonnat. Oui. Voilà, il y a beaucoup. Il y en a quand même. Voilà, il y a beaucoup de musiciens. Mais justement, c'est la question qu'on aimerait vous poser parce que là, c'est une génération un peu plus haute que celle de tout de suite, celle de cette époque. Oui. On entend beaucoup parler d'elle, c'est vrai, aujourd'hui, un peu dans les pays africains à côté. Oui. Mais elle fait depuis un moment un style qui mixe, qui fait des fusions entre les rythmes d'à côté. Oui. Et les rythmes de chez nous. Donc on sent qu'ils veulent, ils commencent à intégrer nos rythmes dans leur pop, dans leur voilà. Oui. Moi, j'aimerais avoir votre regard sur cette nouvelle façon de faire la musique qu'ont ces jeunes d'aujourd'hui. Comme je venais de vous le dire, ma fille, franchement, il y a un problème d'époque. Oui. Il y a un problème d'époque. Cette époque, c'est leur génération. Oui. Eux, ils ont une autre vision, une autre façon de voir les choses. De voir les choses, oui. Vous comprenez? Nous aussi, on a eu une autre façon de voir les choses. Donc c'est comme ça. Moi, je peux pas, je ne condamne personne, mais j'admire. Mais quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Si Collins peut nous mettre deux titres, peut-être un de Sissoul qui a fait du mélange avec du Bikoutsi, et un de Koulos. Koulos, ça passe plus. Koulos. Oui, Koulos, le titre Koulos. Oui. Et puis celui de Sepo, qui met un peu du Makossa. Et puis, il y a qui d'autre? En tout cas, 3. Si on peut avoir 3 tout à l'heure, ce serait bien. Pour essayer de voir comment il ressent cette fusion et ce mélange. Il y a des bons musiciens. Ah, c'est super. On est en compagnie de Pierre Didi Tchakouté. Donc, ça nous permet de marquer une petite pause sur le thème de ce soir. Oui. Mon frère se fait battre. Il paraît qu'il y a des hommes qui sont battus. Oui. Mon frère se fait battre par son épouse. Oui. Mais il ne veut pas que cela se sache. Comment lui venez-vous en aide? C'est la question que nous avons posée. Vous réfléchissez bien, hein, Pierre Didi Tchakouté, on va vous poser la question tout à l'heure. Ah bon? Que si votre frère se fait battre par sa femme, et qu'il ne veut pas que ça se sache, comment est-ce que vous l'aidez? Donc ça dit que vous êtes au courant. Comment est-ce que vous allez l'aider? Vous allez nous dire tout à l'heure. On va d'abord lire les réponses des autres personnes. Oui, Patrice Nietzsche, sais comment? On est là. Il n'y a rien à faire en dehors du divorce. Oui, il faut se séparer dès que la violence prend place dans le foyer, tout comme il y a des violences sur les femmes en ampleur. C'est ainsi que celles faites sur les hommes prendront également de l'épaisseur avec du temps. Oui. Samora Tchaka, c'est comment? On est là. C'est un prince, un garçon princesse, celui-là qui accepte
tous ont riposté. À mon humble avis, même si c'est toute la famille qui arrive chez lui et décide de ne pas partir, alors j'emploie les mesures fortes afin qu'il se sépare de sa femme. Blessing Anes Wandi, c'est comment? On est là. Depuis quand mon frère doit avoir une femme forte que lui? Mais si tel est le cas, j'avise à mes parents et ils partent voir la femme en question pour en parler. Et maintenant, le dernier, José Leslie, c'est comment? On est là. Je vais en parler à nos parents afin qu'ils convoquent une réunion familiale. Il y a d'autres personnes qui ont répondu dans les rues de Douala au micro de Fatima, s'il vous plaît. On va les écouter. Je cause avec l'épouse. Je demande le problème de l'épouse, c'est qu'est-ce qui la pousse à battre sur son mari. Là, dès où elle me répond, avec ça maintenant, je cherche à la confondre, à la faire comprendre que non, une femme ne doit pas taper sur son époux. Donc, si une femme doit protéger son époux, et même si l'époux est faible, c'est elle qui doit tout faire à ce que son mari reste toujours. Mais dès qu'elle commence à taper sur son mari, ça veut dire que son mari a perdu toute sa valeur. La toute première des choses, c'est aller vers son épouse, c'est-à-dire essayer de comprendre le problème. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est réellement passé, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Encore que, vous savez, les violences faites aux femmes, on en parle tous les jours, il y a aussi la violence faite aux hommes. Donc je suis appelé à interpeller mon frère et aussi son époux, afin que les deux essaient de m'expliquer ce qui se passe. C'est un peu honteux d'avoir un ami qui s'est fait battre par son épouse. La première chose à faire pour moi, pour l'aider, je vais essayer de lui demander de garder son calme et puis de ne pas faire des bruits. Ensuite, se préparer en sorte que si ça se récidive, je dis bien si ça se récidive, on voit la nouvelle à la belle famille et que le mariage s'arrête là. Si je constate qu'il s'est fait battre par sa femme, je vais l'approcher, on va discuter et je vais m'approcher de sa femme, on va discuter. S'il y a une solution palliative, on va trouver. Si je vois que la femme ne veut pas accepter, changer ce comportement, je vais demander à ma femme de prendre d'autres mesures. Par exemple, quitter cette femme. Je ne peux rien faire, je peux plutôt les conseils de rester dans l'ensemble. Il n'y a plus rien à ajouter parce que je ne peux pas prendre une partie pour eux. Je vais demander à mon grand frère ici comment jusqu'à la femme te tape jusqu'à ces points par rapport à quoi que la femme te bat. Hein? Je dois d'abord poser la question à mon grand frère. Parce que la femme, mais tel qu'en soit, même si la femme, même si l'homme est n'importe comment, la femme n'a pas le droit à porter main sur l'homme. C'est interdit. L'homme porte main sur la femme. Mais la femme ne permet pas, je ne permets pas à ma femme de taper sur son mari. D'autant plus que moi-même, même quand mon mari me fait n'importe quoi, si elle dit que j'ai trop fait, je peux insulter avec la bouche, mais pas soulever la main. Quand tu portes, il y a la main là, c'est trop dit. Ah, on a encore des idées reçues. Elle est sûre que l'homme a droit de taper sur la femme. Elle est sûre d'elle. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti de sa tête malgré toutes les sensibilisations. En fait, on a le droit de taper sur personne, j'aimerais dire ça. Ce n'est pas une affaire de femme ou d'homme. Normalement, on a le droit de taper sur personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de taper sur l'autre. Normalement. Même deux hommes, ils n'ont pas le droit de se battre. Si on veut voir, c'est-à-dire il faut aller même jusque-là, peut-être on va comprendre. Même une autre femme n'a pas le droit de taper une autre femme. Je veux dire, c'est pas une affaire de genre, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser la violence. Et tant que les gens n'ont pas compris, ça va être un peu embêtant quand même. Parce que là, elle n'est pas si âgée que ça pour avoir ces anciennes... Elle n'est pas si âgée, hein. Donc vous imaginez le nombre de femmes qui pensent qu'on a le droit de taper les femmes. C'est terrible. On est en train de parler des hommes battus, mais une femme dit qu'on a le droit de taper des femmes. J'ai des belles mecs qui sa fille vient dire comment taper. La blessure où? Un petit truc comme ça. C'est dangereux, vraiment. Je tiens à préciser que vous ne devez pas prendre en compte la vie de cette femme sur les femmes. Parce que, bon, elle a déjà dit ce qu'elle va faire si c'est sur un homme. Mais elle trouve que sur une femme, c'est normal. On va prendre l'avis de Pierre Didier Tchakounté. Un homme battu, c'est pas tout le temps qu'on en parle. Oui. Mais il paraît qu'il y en a. C'est juste qu'ils ne veulent pas se faire savoir parce qu'ils ont honte. Donc on dit, si jamais votre frère se fait battre par sa femme, et qu'il ne veut pas qu'on le sache, comment est-ce que vous lui venez en aide? Ah, lui venir en aide, c'est difficile. Hein? Moi, je me dis qu'un couple doit tout faire pour s'entendre. Et s'ils ne s'entendent pas? Ils doivent tout faire. Plus s'ils veulent vivre ensemble, il faut très. Mais vous êtes le beau-frère, vous faites quoi si vous apprenez tout ça? Si j'apprends tout ça, je veux seulement les convoquer pour donner des conseils. Pour leur dire que non, peut-être pour dire à la dame que
prochainement, vraiment, il faut temporiser. Les problèmes parce que les problèmes de couple, ça doit se régler entre eux. Il faudrait qu'on fait tout pour que le couple reste ensemble. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire un mot? Oui. Si je suis informé de ce que... Une femme, ta belle-sœur. Ma belle-sœur tape sur mon grand frère. Oui, ou ton petit frère. Ou sur mon petit frère. Je vais tout faire pour que mon petit frère, en présence de sa femme, sache que je sais qu'on le tape. Et ça va. Et c'est tout. Il va se demander que je ne crois pas que tu te caches trop. Je sais qu'on te tape. Et ça va faire qu'on le tape plus. Je comprends pas. S'il ne peut pas prendre ses responsabilités. Comme je dis souvent, même pour les femmes, la femme même ça s'explique. Souvent elle dit que personne ne peut mieux éduquer ses enfants qu'elle. D'accord. Souvent même elle reste au foyer. Elle dit que les enfants. Oui, les enfants. Toi tu restes pourquoi, papa? Tu restes pourquoi? C'est pas possible. Tu expliques ça comment? Donc c'est ce que tu vas dire à ton frère. Il va dire que je sais qu'on te tape. Je vais t'expliquer. J'ai un tonton, je ne vais pas citer, mais c'est un tonton très proche. Un jour, sa femme venait de le racler. Dès que nous on entre au salon là, il dit que c'est pas parce que j'ai glissé tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que sa femme dit que tu vois tes frères, tu as envie de dire le contraire. Non, mais elle n'a pas honte de ce que ça. Au sol. Mais le frère est obligé de se mettre derrière nous pour dire c'est quoi, même devant mes frères. C'est pas possible. Non, mais bien sûr. Non, mais un frère qui te laisse battre et qui est là. Il veut qu'il vienne lui dire que fuit. Tu m'as dit quoi? Je lui dis que je suis au courant. Je suis au courant. Les gars, gros papa, quand on tape. Non, c'est seulement ça que tu vas dire. C'est pas possible. Joe. Oh, mais un peu comme la société est des fois presque insensible. Bon, les choses, les mentalités sont en train d'évoluer. D'évoluer, on espère. À un moment donné, mais quand on voit une dame comme celle qui a répondu, on voit qu'on n'avance pas. Hein. Donc la société est impitoyable devant un homme qu'on tape, quoi. Au sein d'un foyer impitoyable. C'est aussi comme Black, qu'est-ce qui te retient dans le foyer? Qu'est-ce qui te garde là-bas? Donc quand on vient te dire que Garon, c'est qu'on te tape. Trop. C'est pour te dire que si votre femme vous tape, vous allez faire quoi? Non, mais tu ne sais faire quoi? C'est ça. Oui. Joe, toi, tu fais quoi si ta femme te tape? Quand on vient te dire que... Réponds d'abord. J'appelle le renfort. Je me retrouve d'abord là-bas, comment? Non, tu peux te retrouver. Elle fait pam, pam. Non, quand tu cherches une femme, tu cherches toujours une petite bagarre. Quand vous êtes encore dans la relation que c'est pas encore engagé, tu cherches toujours une petite bagarre. Tu essaies de faire ça, mais j'avais une soeur au quartier. Toi, c'est le test, hein. Tu fais le test. Je fais le test, j'essaie de plier dans mon gars. On peut faire le test. Ah là là là, j'ai un gars là au quartier, il t'appelle l'autre soeur là. Dès qu'il a épousé la bague, une semaine après, il envoie la fille, elle met derrière son dos, oh, pas de bêtises. C'est grave, hein? Joe, toi, tu fais quoi si on te tape? Mais je dis que comment je fais pour me retrouver? Non, disons que tu t'es retrouvé, ça peut arriver. Il fouille. Tu fais quoi, Joe? Tu vois, Joe n'arrive pas à répondre. Mais ça semble évident, non? Tu vas t'enfuir. On reste faire quoi? Ah, ok. Ah, d'accord. Il fouille, il appelle le renfort. Il envoie le renfort. Conseiller à vos frères de partir vite. Oui, mais c'est pour ça qu'on te dit qu'on sait qu'on te tape. Que tu prends tes responsabilités. Tu fuis toi-même. Et que tu n'as pas où habiter, tu envoies le renfort. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, on va regarder le sondage. 80% disent quoi? Qu'elles interviennent. Qu'elles interviennent. Donc, elles font la réunion, la conciliation. Et 20% ne font rien. C'est pas possible. C'est vilain, ça. Comment 20% ne font rien du tout? Pour les personnes qui interviennent... Les raisons, s'il vous plaît. Oui, les raisons. Je parle calmement avec la femme pour lui faire comprendre la gravité de ses actes. Je tente de raisonner le couple sans les juger. Je donne les ultimatums à l'épouse sans violence pour qu'elle change son comportement. Et si elle ne change pas, je conseille à mon frère de divorcer. La violence n'a pas sa place dans un couple, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme. Et pour les personnes qui disent qu'elles ne font rien, s'il ne veut pas que je sache, ça veut dire que ce n'est pas grave, donc je laisse. On ne met pas le doigt entre les corps et l'âme, c'est leur vie de couple, ils doivent gérer ça eux-mêmes. Intéressant. Et ce n'est pas mon rôle d'intervenir dans un couple. Effectivement. Oh là là, c'est ton frère. Mais c'est dur, hein? Non, laisse pas son frère mourir. Non, mais c'est pour ça qu'on te dit qu'on sait qu'on te tape. Oui. Vous n'êtes pas bien. On va écouter, s'il vous plaît. Alors, 2 personnes parmi les personnes ressources, Monsieur Maurice Somo, il est psychosociologue, et Sylvie Ekobe, qui est juriste. Dans une société africaine essentiellement machiste, on s'attend à ce que des violences conjugales soient plutôt faites aux femmes et non aux hommes. Donc, nous sommes ici dans l'ordre de la représentation sociale, c'est-à-dire du jugement que la société opère
sur des individus qui sont victimes de violences, surtout faites par des femmes, comme étant une exception. Et donc, du coup, il y a un sentiment de honte, un sentiment de négation de la masculinité de l'homme qui n'est pas du tout tolérable. Donc, les hommes qui sont victimes de violences préfèrent ne pas s'exposer au regard d'autrui, au regard de la société qui les considère non plus comme des hommes, mais plutôt comme des femmes. Au plan psychologique, il faut dire que l'homme perd si vous voulez, de l'estime. Il y a une forme d'estime qu'il perdrait lorsque il clamera haut et fort qu'il est victime de violence. Donc, ce rabaissement qui constitue une menace constante au dévoilement de la relation de supériorité qu'il y a avec une domination de la femme, eh bien, cela détruit fondamentalement l'homme, qui cesse en réalité, au plan psychologique, d'être un homme et de se substituer à la femme. Aider ce type d'homme, c'est d'abord et avant tout essayer de faire qu'il reprenne de la confiance. Approcher cet homme, lui faire prendre conscience de ce qui se passe n'est pas normal, parce qu'il est comme dans une forme d'inconscience. Lui faire prendre conscience que l'état dans lequel il n'est pas le bon. Et lui proposer une forme de dialectique, celle qui existe peut-être entre le maître et l'esclave, et de montrer que la femme, à force de montrer qu'elle est au-dessus par la violence qu'elle exerce sur lui, finira un jour par se prendre pour ce qu'elle n'est pas, qu'il faudrait que l'homme pense à inverser les valeurs. Naturellement, il faut aussi être accompagné dans ce process par un psychologue ou quelqu'un qui agit sur la mentalité. Les violences faites à l'égard des hommes ne sont pas tout le temps médiatisées parce qu'effectivement, ils ont peur du regard de la société. Mais maintenant, lorsqu'un homme est victime de ce type de violence, comment est-ce qu'il peut faire pour se protéger? Est-ce qu'il peut porter une plainte comme le font généralement les femmes? Il faut dire que peu importe que les violences soient exercées vis-à-vis des femmes, ou bien les violences soient exercées par les femmes sur les hommes, ou bien les hommes sur les femmes, il faut dire que le code, à l'état actuel de notre législation camerounaise, le code pénal n'a pas prévu spécifiquement une disposition qui encadre les violences conjugales. Alors, vous n'allez pas voir dans notre test de loi une disposition qui est intitulée « Répression de la violence conjugale ». Alors, mais cela ne veut pas pourtant dire que lorsqu'il y a violence conjugale, on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas poursuivre son bourreau. La victime peut agir, puisque dans notre ordonnancement, dans notre test, dans notre code pénal, lorsque on veut réprimer toute forme de violence, il y a des dispositions qui sont prévues dans le code pénal. Alors, nous allons voir les dispositions 275 à 236 du code pénal qui punissent sévèrement ces personnes qui portent atteinte au physique ou bien qui portent atteinte par des coups et des blessures à une autre personne, peu importe le sexe de cette personne. Il faut dire également que lorsque vous saisissez le juge pénal, le juge répressif, il faut pouvoir apporter des éléments de preuve qui peut être un certificat médical pour attester qu'effectivement vous avez subi ce type de violence. Parce que dans le certificat médical, vous allez voir le nombre de jours d'arrêt de maladie. C'est à travers ce nombre de jours qu'on pourra, bien entendu, qualifier qu'il s'agit de blessures graves, de blessures légères et autres. Je me résume en disant que la violence faite à l'égard des hommes, tout comme la violence faite à l'égard des femmes, existe bel et bien dans notre société. Alors, les hommes ont juste honte de pouvoir dévoiler les violences ou les sévices qu'ils vivent au sein de leur foyer parce qu'effectivement, cela va briser leur autorité qu'ils ont, qui est celui de chef de la famille. Alors, c'est la raison pour laquelle la violence faite à l'égard des hommes reste et demeure un tabou dans notre société. Il est grand temps que les hommes également puissent libérer la parole comme les femmes l'ont fait jusqu'ici. Et oui, nous ici, le débat a un peu continué. On est allé un peu plus loin que ça. Ouais. On s'est dit que les hommes qui se font battre aussi, c'est des hommes qui n'ont pas assez de personnalité. Et on s'est dit, pour ne pas en arriver là, il faut qu'en éduquant les garçons, par exemple, ou les filles, qu'on leur donne une façon d'avoir une personnalité assez forte pour ne pas se retrouver dans un couple où vraiment vous êtes
presque ridicule, c'est-à-dire que vous êtes comme un enfant. Quand ça ne va pas, tu te déclares vaincu. Vaincu. Il y a eu un incendie ici en CPM, ici à quoi? Il y a un Chinois qui vivait au 4e niveau. Là. Comme nous, on savait que les jets étaient sautés, tout, donc les pas les premiers sont venus. On a vidé l'immeuble, on a laissé les Chinois. Pourquoi? On s'est dit qu'ils devaient sauter, comme dans les films. Pourquoi? Non. Non, tu l'as dit aujourd'hui, Jackie se faisait. C'est pas vrai. Avant qu'on a fait descendre. C'est pas vrai. On descend, non? On est en compagnie de Pierre-Didier Tchakouté. Alors, il va utiliser l'ardoise. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas utilisé l'ardoise? Ok. Hein, Pierre-Didier Tchakouté, ça fait combien de temps? C'était avant Megoladia. C'était avant ça, non? Donc ça fait plus de 50 ans qu'il n'a pas utilisé l'ardoise. Alors, ce qui se passe avec l'ardoise, c'est qu'il y a un jeune, il s'appelle Henrik. Il va nous mettre dans une situation un peu comme le thème et il va nous demander si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Et il faut écrire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. On va regarder. J'écris, ça se fait ou bien j'écris? Ah oui, en regardant, en écoutant ce qu'il va nous dire. Écoutez d'abord ce qu'il va nous dire avant d'écrire. Hi, ça se fait ou ça ne se fait pas, on répond sur les ardoises. C'est ça le principe et voici la situation. Visiter quelqu'un sans prévenir, ça se fait ou ça ne se fait pas, vous répondez sur les ardoises. Visiter quelqu'un sans prévenir, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça ne se fait pas selon vous? Sans prévenir, vous arrivez. Oui. Non, ça ne se fait pas. J'aime pas être seule à la maison. Voilà, toi ça se fait, toi ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les deux on dit que ça ne se fait pas. Pourquoi? Il vient en Europe. Pourquoi ça ne se fait pas de venir sans prévenir? Non, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2025. Oui. Vous savez, vous allez... On a tout ce qu'il faut comme moyen. Maintenant, pour avertir, c'est vrai. Même dans la campagne, on a la maman pour aller cultiver, elle a son téléphone. Tout ça, donc on peut toujours appeler pour dire attention, moi j'arrive. Sauf si c'est une surprise organisée. On ne peut pas se laisser commander par l'évolution mondiale. Je ne peux pas être de passage devant la maison de mon frère. Oui. Je ne m'arrête pas pour lui dire bonjour parce que je n'ai pas prévenu. Non. Maintenant, je n'attends rien de spécifique de ce frère-là. Oui. Parce que je n'ai pas prévenu. Ça veut dire que si on ne me donne pas à manger, je ne me plains pas, on me paye pour autre chose. Tu as vu les gens qui se plaignent pas quand ils... Non, parce que effectivement... On dit que vraiment j'étais là-bas. On ne m'attend pas. On ne m'a même pas reçu. Non, on ne m'attend pas. C'est justement pour ça que certains disent que ça ne doit plus se faire. Parce faire. que souvent, quand tu viens comme ça à l'improviste, tu as toujours des attentes, comme si tu avais prévenu. Oui. Comment tu pourrais interpréter le fait que, par exemple, tu es en train de sortir chez toi, tu vois que ton cousin traverse ta barrière? Non, là-bas c'est autre chose, c'est une surprise. Je passais et voilà, c'est différent. Mais te lever de chez toi comme ça, avec tous les enfants de toi, et tu vas directement chez quelqu'un comme ça, boum. C'est pas évident. Moi, je suis de la vie de Black, c'est pour ça que je pense que ça se fait. Ça se fait. D'abord, tu peux être bailleur, tu veux occuper ton bailleur. Vous n'êtes pas bien. Et puis, tu fais Alors, malheureusement, les People Post, ce sera pour demain parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. On était bien en compagnie de Monsieur Pierre-Didier Tchakouté. Merci d'avoir accepté notre invitation, sincèrement. Merci. Vous êtes au Cameroun pour encore quelques temps? Je suis encore là pour une dizaine de jours. Mais super, on va en profiter, en profiter tous. Alors, avant de partir, quand même, j'aimerais vous dire qu'il y a un programme qui va être diffusé sur Canal 2 à 20h30. Important de vous le dire. C'est Tradex, une chance en or. Une superbe émission parce qu'il y a un tirage au sort exceptionnel pour gagner 3 voitures, s'il vous plaît. Donc, il y aura 3 gagnants. Ça sera une tombola, le tirage au sort pour vous qui avez joué. Ce sera l'occasion de... Non, on ne peut plus jouer. Là, c'est le tirage au sort pour 3 voitures à 20h30, donc après le journal. J'ai raté la voiture. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci Pierre-Didier Tchakouté encore une fois. Merci à toute l'équipe. À demain.